Dans les profondeurs du vivant, il y a des formes que notre œil ne verra jamais. Des architectures complexes, mouvantes, des protéines qui se replient sur elles-mêmes. Et pourtant, des algorithmes peuvent les modéliser acide aminé par acide aminé. Bienvenue dans Défis de science, défis de société, un podcast de l'Université de Strasbourg. À travers des séries thématiques, nous explorons les grands défis du monde contemporain sous le prisme de la recherche. Pour cette première série, nous avons choisi l'intelligence artificielle, ses promesses, ses limites et son impact. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des apports de l'intelligence artificielle en biologie structurale. Avec Bruno Klaholz, chercheur au sein de l'Institut thématique interdisciplinaire, biologie moléculaire et cellulaire intégrative. Bonjour Bruno, pouvez-vous nous expliquer en 2 mots ce qu'est la biologie structurale ? L'idée de la biologie structurale, c'est d'écrire en 3 dimensions le positionnement des acides aminés, des nucléotides et autres au sein d'une structure, d'une protéine ou d'un ARN ou ADN aussi, et les complexes que ça forme. Cette description en 3 dimensions va permettre de comprendre la fonction, les interactions et quelles sont les spécificités de cette interaction. Est-ce qu'on va la retrouver dans l'évolution ? Est-ce que on peut distinguer des espèces par exemple, et ainsi de suite. Pour vous aider à mieux comprendre le vivant. Voilà. Mieux comprendre le vivant, ça implique en fait comprendre le mécanisme de fonctionnement normal et le dysfonctionnement en cas de maladie et comment on peut, le moduler ou le modifier avec des inhibiteurs, voire même prédire des structures, et on peut essayer de concevoir des protéines avec une fonction enzymatique cible et avoir quelque chose qui marche mieux qu'au naturel ou qui a une autre fonction qui n'existait pas. Et donc l'intelligence artificielle dans tout ça, comment intervient-elle ? Comment vous aide-t-elle ? Elle intervient sous plein de formes différentes. Traitement d'images, en microscopie électronique, analyse de la dynamique des molécules, des méthodes pour prédire des structures. On s'en sert pour nous aider en fait. Il y a une question de où sont les limites et quels sont les risques potentiels, sachant que dans certains cas, ça donne des résultats extraordinaires d'un point de vue précision, et dans d'autres cas, on se rend compte que c'est pas très précis, donc il faut pouvoir valider. Pour nous, ça devient, pour le domaine global de la biologie, ça devient un outil, mais il faut pas seulement se baser là-dessus. Il faut vraiment faire le lien avec l'expérimental pour valider ce qu'on peut prédire. Comment ça fonctionne concrètement ? En fait, c'est pas quelque chose qui est venu tout d'un coup, c'est grâce à des banques de données sur plus de 50 ans de travail mondial qui servent maintenant, qu'on ne va pas juste comparer, on va essayer de prédire. Et c'est là où ça va plus loin en fait. Donc ça, c'est très intéressant. Le souci, c'est que bien sûr, sur certaines séquences, ça ne marche pas bien, certaines protéines. Si elles sont rares dans les banques de données, par exemple les protéines de virus, il y en a certaines qu'on retrouve souvent d'un point de vue repliement sur les capsides de virus, d'autres, on va les retrouver rarement. Donc on n'a pas de quoi comparer. Et c'est un vrai problème parce que dans ce cas-là, la précision de la prédiction, elle n'est pas bonne. Il faut se rendre compte qu'il faut vraiment la valider. Et là, on revient à un nouveau problème de validation. Et c'est essentiel parce que si on se trompe dans la construction ou l'orientation, par exemple, d'une chaîne latérale qui doit interagir avec un autre résidu, ça change le mécanisme, ça change les conclusions. Et donc, il faut pouvoir valider avec différentes méthodes. On se retrouve avec, là je parle de complexes macromoléculaires qui font 500 kilodaltons ou mégadaltons ou plus. Donc, ça prend des semaines, voire des mois à construire ça à la main. Alors que là, on peut faire une prédiction qui va correspondre pratiquement à ce qu'on a, mais il faut l'affiner. Ça, c'est aussi des méthodes itératives entre prédiction et méthodes d'affinement. Et là, on gagne un temps fabuleux. Pourquoi c'est intéressant pour vous de faire ces prédictions ? C'est intéressant de faire des prédictions sous plein de formes différentes. Donc, d'une part, on peut prédire des domaines pour essayer de purifier une protéine. Juste une partie qui est bien définie. On peut prédire la structure d'une protéine ou d'un complexe pour interpréter des cartes de microscopie électronique. Ça permet de se repérer tout de suite et d'avancer plus rapidement. Ça permet aussi de faire des comparaisons, par exemple, entre des conformations, donc des orientations de domaine d'une protéine ou de complexe. Voir des conformations différentes, ça implique que vous avez le mécanisme. Qu'est-ce qui se lie où ? Comment ça réagit dans le contexte cellulaire ? Est-ce qu'il y a un partenaire qui vient se lier et qui repart ? Il y a toute la dynamique. Quand on parle de conformations différentes, c'est la dynamique. C'est intrinsèquement quelque chose de très intéressant. De poches qui s'ouvrent avec un ligand, ça c'est un aspect local. Et vous avez l'aspect beaucoup plus large de domaines qui bougent, de protéines qui vont interagir avec un ADN, mais qui vont être spécifiques selon la séquence. Tous ces aspects-là.
Donc la prédiction d'une structure, déjà seule, elle nous aide à interpréter les choses. Et vous l'utilisez à quelle fréquence, l'intelligence artificielle, dans votre travail? C'est fréquent, ça dépend des projets? On s'en sert, par exemple, pour tout ce qui est traitement d'image en microscopie électronique, on s'en sert tout le temps, depuis des années déjà. Donc tout ce qui est sélection d'objets notamment. Ensuite, on s'en sert régulièrement lorsqu'on veut identifier une protéine au sein d'un complexe. Par exemple, on est sur une étude d'un phage, un virus. Et il y a des parties dont la structure n'était pas du tout connue, et même les séquences étaient mal annotées par rapport à ces parties-là. Donc, avec une combinaison de prédiction et de la structure expérimentale, on a pu identifier quel gène correspondait à telle partie. Donc c'est une nouveauté. Et donc sans prédiction, on n'aurait pas pu y arriver. On a évoqué les difficultés techniques. Y a-t-il aussi des difficultés éthiques? La question éthique, en fait, elle se pose un peu moins. C'est pas des données de patients, par exemple. C'est-à-dire que c'est des données publiques déposées dans les banques de données. La question, c'est quelle influence ça a sur notre fonctionnement à nous de s'en servir. Est-ce qu'on s'y fie entièrement? Est-ce que c'est quelque chose où on se dit, de toute façon, je peux le prédire et j'ai pas besoin de trop me préoccuper du sujet? Ou est-ce que j'essaie non seulement de valider, mais de comprendre ce que je vois? Comprendre les choses, c'est ça qui est important. En résumé, c'est une question de s'en servir en tant qu'outil, de comprendre où sont les limites et d'avoir sa propre compréhension. Et là, c'est tout à fait extraordinaire ce qu'on peut découvrir de cette manière-là, mais ça ne prédit pas tout. C'est un complément en fait. Et est-ce que vous pouvez peut-être imaginer l'impact que pourrait avoir l'intelligence artificielle dans 10 ans? Quelles grandes évolutions ça pourrait amener dans votre domaine? La reconnaissance d'images, c'est en pleine évolution. Essayer, par exemple, de reconnaître plein d'objets différents en même temps dans un contexte cellulaire, c'est là où ça devient intéressant. Les nucléosomes, les ribosomes, les polymérases et les complexes plus petits en même temps. Et vous reconnaissez bien sûr l'infection par un virus. Cet aspect-là de reconnaissance cellulaire, il va être essentiel. L'intelligence artificielle devient un outil précieux pour décrypter les structures fondamentales de la vie. Mais derrière la promesse technologique demeurent de nombreux défis. Merci à Bruno pour cet éclairage. Ce n'était qu'un des regards sur l'intelligence artificielle. Dans le prochain épisode, on l'abordera autrement. Abonnez-vous à Défis de science, Défis de société et plongez dans la suite de la série.